Alors pendant longtemps, on a une situation assez bizarre où tout le monde avait annoncé un gros freinage de la croissance britannique et il ne se produisait pas du tout, au contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose que les économistes d'ailleurs auraient dû mieux prévoir, y compris les économistes officiels au Royaume-Uni, de la Banque d'Angleterre ou du Trésor, c'est que quand les Britanniques ont vu que la livre sterling se dépréciait fortement par rapport à l'euro, ils en ont conclu assez rationnellement que les prix des produits importés allaient monter. C'est que le Royaume-Uni importe la grande partie de ses produits industriels. Hein. Et donc, il fallait consommer tout de suite avant qu'il soit trop tard et que les prix ont monté. Donc, on a eu une explosion du crédit à la consommation et de la consommation. La consommation est devenue extrêmement forte, mais qui était une anticipation de hausse des prix. Il fallait consommer avant que les prix montent. Et ceci est en train de retomber. Alors aujourd'hui, on voit que l'investissement des entreprises au Royaume-Uni s'est beaucoup affaibli, que les achats de logements se sont beaucoup affaiblis, les prix de l'immobilier sont en train de ralentir très nettement, et on voit maintenant se retourner à la baisse la consommation des ménages. Donc l'économie est en train de commencer à souffrir à cause de la hausse des prix. La hausse des prix mange le pouvoir d'achat des consommateurs britanniques. Et donc on aura une croissance cette année qui sera sans doute autour de 1%, et peut-être encore plus faible l'année prochaine. Ce qui a une conséquence politique intéressante, c'est que le gouvernement britannique ou certains hommes politiques britanniques ne pourront plus défendre l'idée que, ce qui a été le cas jusqu'à présent, regardez, vous voyez bien, le Brexit, ça ne fait rien à l'économie. Alors, ce n'est pas le Brexit, c'est la dépréciation de la livre qui a été causée par l'annonce du Brexit, mais l'économie britannique va souffrir dans les 2 prochaines années. Si on croit les sondages, et ils sont quand même très clairs au Royaume-Uni, le Parti conservateur va avoir une très large majorité au Parlement, aux communes. Ceci va donner une capacité d'action assez grande à Theresa May, au Premier ministre. Probablement aussi, les nouveaux élus du Parti conservateur ne sont-ils pas des extrémistes? C'est-à-dire qu'on aura plutôt une grosse majorité conservatrice, plutôt, je dirais, modérée dans... Alors bien sûr, il y aura Brexit, ça, ceci est acquis, irréversible, mais avec une majorité conservatrice peut-être ne cherchant pas l'affrontement avec l'Europe et cherchant plutôt un compromis relativement raisonnable. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, d'abord d'avoir un Premier ministre qui n'aura plus à gagner d'élections, qui les aura gagnées, donc qui n'aura pas à utiliser l'Europe par exemple comme argument pour gagner une élection, et ensuite ayant une majorité lui permettant de négocier avec les mains assez libres, et pas peut-être de façon trop dure, ce qui est le cas jusqu'à présent. Voilà, c'est un peu un message d'espoir, mais c'est ce que nous disent sans doute à peu près les sondages. Après, rappelez-vous quand même dans le processus de négociation que tout ceci doit être terminé à la fin du mois de mars 2019, c'est-à-dire 2 ans après le moment où le gouvernement britannique a manifesté sa volonté de quitter l'UE, en utilisant l'article 50 des traités. Tout ceci, c'est-à-dire ce processus de négociation, va difficilement commencer en juillet ou en août, et donc on va sans doute commencer sérieusement la négociation entre le Royaume-Uni et l'UE en septembre, ce qui nous donne 18 mois pour aboutir. Donc on est dans des délais extrêmement courts, ce qui évidemment va être assez difficile. Alors l'article 50 du traité ne change rien, puisque l'article 50 du traité déclenche simplement la phase de négociation de 2 ans. Donc pour l'instant, il n'y a aucun impact. Donc évidemment, on est aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent, on est dans une période où on essaie d'anticiper les impacts du futur accord entre le Royaume-Uni et l'UE. Il n'est dans l'intérêt de personne qu'il n'y ait pas d'accord extrêmement proche du libre-échange que nous avons aujourd'hui. Prenez un exemple, Airbus fabrique les ailes de ses avions au Royaume-Uni. Supposez qu'il n'y ait pas d'accord et qu'il y ait des droits de douane sur les ailes des avions. Ça veut dire à la fois que l'usine britannique, sans doute, à un certain moment, devra revenir en Europe continentale parce qu'elle sera plus compétitive, mais à la fois que tant que ce n'est pas fait, Airbus paiera plus cher ses ailes d'avion ou qu'elles soient installées sur les avions dans le monde. BMW fabrique toutes ces Mini au Royaume-Uni pour le marché mondial. Donc vous avez des entreprises qui sont installées au Royaume-Uni pour servir le marché mondial. Si le Royaume-Uni n'est plus en libre-échange avec l'Europe, ceci pose un problème aux 2 parties tout à fait considérable. Je crois, et d'ailleurs vous avez peut-être vu que Carlos Ghosn a été voir le Premier ministre britannique, et on a l'impression qu'il en est sorti avec des assurances assez fortes sur le fait que l'industrie automobile resterait dans une très grande ouverture commerciale entre le Royaume-Uni et l'Europe. Donc on a quand même pas mal d'indications ou de réflexions qui nous disent qu'il ne faut pas paniquer. C'est-à-dire qu'il y a un tel besoin des 2 côtés de rester avec un commerce ouvert
que c'est sans doute assez improbable que les négociations aboutissent sur une absence complète d'accord, hein, et sur l'apparition de droits de douane, d'obstacles aux échanges, etc. Sur la finance, évidemment, la question, c'est les passeports, hein, comme vous savez, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de Londres et que dans le reste de l'Union européenne et qu'on ne pourra plus faire. Alors on parle beaucoup des banques d'investissement, etc. Il y a un vrai sujet qui est le clearing, et le clearing des produits en euros probablement va devoir revenir sur le continent, ce qui est une perte d'activité et d'emploi tout à fait considérable pour Londres. Donc là, le coût est plutôt du côté des Britanniques que de l'Europe. Je ne crois pas que les banques d'investissement européennes, pour l'instant, aient pris, quelles que soient ces banques, une décision stratégique, parce qu'elles attendent, et ce serait beaucoup trop tôt pour avoir pris une décision stratégique. Il y a quelques banques qui ont communiqué sur des transferts d'emplois en Europe, et je crois que personne n'a pris la décision stratégique de changer radicalement la localisation de ces activités. Et puis évidemment, de l'autre côté, il y a un lobbying très important d'un certain nombre de places financières européennes pour récupérer des activités. Et la question, c'est est-ce que si effectivement les choses se passent mal et que les banques d'investissement quittent Londres, est-ce qu'elles vont à Dublin, est-ce qu'elles vont à Paris, est-ce qu'elles vont à Francfort? Pour l'instant, mais à nouveau, c'est un sentiment très fragile, hein, mais on a le sentiment que Dublin et Francfort sont assez bien positionnés, et Paris plus difficilement, hein, mais à nouveau, ceci c'est plutôt sur la base d'interviews que de réalité objective.